Bonjour à tous. Normalement, c'est bon, on est en direct. Tout le monde est en train de se connecter, c'est génial. Je suis ravie d'être avec vous. On va pas patienter. En fait, je vais faire une petite intro de 5 minutes et comme ça, le temps que tout le monde se connecte, tout le monde sera là. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui avec Laetitia qui se présentera juste après. Je vais d'abord vous parler de pourquoi on est là, qui on est pour ceux qui ne connaissent pas et après on pourra entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui est évidemment très intéressant, comment stimuler la soif d'apprendre de vos collaborateurs. Donc moi, je suis Annabelle, je vais me présenter, je suis la cofondatrice de Maria, qui est un campus d'école qui forme aux compétences numériques et responsables. Je vais vous en parler un petit peu. Mais avant toute chose, puisque je viens de me présenter, j'aimerais bien, et c'est super de savoir qui vous êtes. Donc n'hésitez pas à nous mettre dans le petit onglet en bas que vous avez qui s'appelle chat ou conversation en fonction de si vous l'avez en français. On serait ravis de savoir un peu avec qui on est avec Laetitia. Donc n'hésitez pas, ça va me permettre aussi de vous donner un peu les petites règles du jeu de notre conversation aujourd'hui. On va parler de ce sujet de comment déclencher cette soif d'apprendre chez les collaborateurs, les équipes, les personnes avec lesquelles on travaille et même en nous-mêmes, parce que je pense que c'est peut-être la première réflexion qui est importante. Et donc, n'hésitez pas à vous aussi nous partager vos questions, vos interrogations. Qui êtes-vous, évidemment, dans quelle entreprise? Si vous avez des difficultés que vous voyez sur ce sujet-là, partagez-les, ça pourra nourrir la conversation. Et si vous voulez nous partager ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, puisque j'espère qu'on est une communauté déjà de learners qui sommes réunis ce matin, on sera ravis de l'apprendre. Donc, merci Nathalie d'avoir été la première à partager et n'hésitez pas pour les autres, au fur et à mesure de ma petite intro, à nous dire qui vous êtes, ce que vous faites. Ah bah, bonjour Christelle, vous voyez, on a même des alumni qui sont là, donc trop bien. Je vais du coup présenter Maria. Comme je vous disais, on est un organisme de formation, ou pour le dire autrement, un campus d'avant-garde qui forme les collaborateurs aux compétences vraiment des entreprises numériques et responsables d'aujourd'hui. Et pourquoi ce sujet nous intéresse? C'est parce que chez Maria, on a vraiment comme fil rouge et comme pédagogie le fait de mettre en avant une pédagogie très expérientielle, très enthousiaste, parce qu'on considère que le plus important, il va être cette capacité à s'adapter dans notre monde qui est maintenant en perpétuel mouvement, mais surtout de donner envie et les moyens d'apprendre à apprendre. Ce qui se passe chez Maria quand vous venez à une formation, c'est que oui, vous vous êtes formé, vous avez acquis des compétences évidemment, mais c'est aussi pas la fin de quelque chose, genre je me tape les mains et c'est fini. C'est le début d'une aventure, c'est le début de l'apprentissage tout au long de sa vie. Et pour ça que c'est très important chez nous. Et on a partagé cette citation que vous voyez en haut de l'écran là. Éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois et qu'on cherche à faire dans chacune de nos formations, c'est d'allumer ce feu parce que cet apprentissage, il doit être continu tout au long de la vie. Et pourquoi on se parle de sujets d'apprendre et d'allumer cette soif d'apprendre chez nos collaborateurs? C'est aussi parce qu'on a sorti un nouveau programme qu'on appelle Love Learning. On aime bien ce nom, ce qui sonne bien et qu'en fait, c'est l'amour du learning qui est important. Et on va en parler d'amour avec Laetitia juste après. Qui est dédié aux personnes justement qui sont des professionnels du learning et qui veulent s'emparer en fait de toutes les clés pour elles aussi et pour vous aussi concevoir des expériences d'apprentissage qui réveillent ce feu et qui fait que l'apprentissage en fait fonctionne, qu'on a envie de continuer à apprendre. Ce programme, on l'a vraiment dessiné pour qu'il y ait trois objectifs. C'est évidemment dessiner et concevoir ces expériences. C'est un peu se dire aussi comment on se décale, comment on va vers toutes ces nouvelles pédagogies qui existent. Et le but, c'est pas d'aller vers une pédagogie, mais justement de comprendre qu'il y en a plein qui peuvent correspondre à plein de manières d'apprendre. Et c'est en sollicitant toutes ces manières d'apprendre qu'on va réussir à chaque fois à accompagner les individus et à vraiment leur donner cette soif. Et enfin, il y a une chose qui est importante, et peut-être qu'on va en parler un petit peu, Laetitia, c'est comment dans le marketing de la formation, dans la manière d'en parler, d'engager, de dire aux gens qui vont venir apprendre, on peut revoir les choses pour encore plus donner envie. Donc voilà le pourquoi du comment. La première question que je vais te poser, Laetitia, et j'espère que tu m'en voudras pas, je ne t'ai pas présentée parce que je trouve toujours que les personnes le font le mieux, donc tu te présenteras beaucoup mieux. Et donc ma question pour toi, c'est un peu que tu nous racontes qui tu es, mais surtout aussi pourquoi est-ce que tu aimes parler de ce sujet de stimuler la soif d'apprendre. Merci Laetitia d'être avec nous surtout.
Merci Annabelle. Je vais me présenter en utilisant la soif d'apprendre dans la présentation, comme ça c'est un angle différent. Je suis autrice sur le travail. Je fais de la recherche sur les transformations du travail notamment je suis membre du lab de Welcome to the Jungle avec qui je travaille depuis maintenant pas mal d'années. Et la soif d'apprendre, elle fait complètement partie de mon parcours et même de ma personnalité, parce que je suis une ancienne prof et je suis devenue prof pendant des années parce que j'adorais apprendre et qu'en fait, j'avais pas envie de quitter l'école. Et le seul moyen que j'avais trouvé de pas quitter l'école, enfin l'environnement dans lequel je me sentais à ma place, c'était d'aller de l'autre côté. C'est-à-dire d'enseigner pour pouvoir continuer à aller à l'école avec mon petit sac à dos, voilà, voilà, mes cahiers, mes livres et mes stylos. Et je l'ai fait et j'ai continué à le faire enfin, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Et puis ensuite, j'ai trouvé que finalement, c'était un environnement, l'école traditionnelle, même un peu trop sclérosé. C'est-à-dire que justement, c'était la répétition du même et j'avais besoin, pour continuer à apprendre, de changer encore d'environnement et de le faire autrement, d'assembler les éléments de mon travail autrement pour pouvoir continuer, moi, à apprendre davantage et à enseigner, parce que c'est les deux versants un peu d'une même médaille. Voilà, en gros, ça fait vraiment partie de qui je suis, cette notion de soif d'apprendre. Donc, ça me parle, Annabelle. Eh bien, trop bien. Et puisque le point de départ, c'est la soif d'apprendre, j'aimerais bien que notre point de départ, et donc la première question que je vais te poser, c'est vraiment sur pourquoi est-ce qu'on parle d'apprentissage et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on en vient à faire ce type de conférence pendant une heure, à se dire pourquoi c'est important, en fait, de stimuler l'apprentissage chez les gens. Je pense que c'est un sujet qu'on peut considérer un peu peut-être nouveau. On a plus besoin d'apprendre qu'avant et j'aurais bien aimé avoir ton regard là-dessus. C'est le genre de sujet un peu comme les soft skills dont tout le monde parle pour faire bien, hein, pour faire joli, ah, l'apprentissage, apprendre, sans L'entreprise vraiment apprenante. le faire sérieusement, quoi. C'est plus de l'apprentissage washing que de l'apprentissage tout court. Euh, et, euh, et en effet, on aurait toutes les raisons de le mettre, d'en faire quelque chose de plus important, mais c'est parce qu'on est complètement formaté par un univers dans lequel l'apprentissage y joue un rôle au début de la vie, avec une vie en trois phases. D'abord, on se forme, puis on travaille. On travaille sur un modèle qui est celui pour lequel on s'est formé dans la première phase de la vie. Puis on s'arrête et on se la coule douce et on peut enfin se reposer et faire la grasse mat tous les jours et ça s'appelle la retraite. Et ce modèle en trois phases, il collait parfaitement avec un modèle d'économie industrielle qu'on a bien peaufiné au XXe siècle et dans lequel il y a ce modèle assez figé d'un processus d'un processus de production qui est imaginé par des ingénieurs et puis de gens qui exécutent avec un contexte d'organisation scientifique où chacun a des tâches très précises, très cadrées, très limitées, aussi très limitantes, et dans laquelle, du coup, en cours de vie professionnelle, l'apprentissage joue un rôle relativement marginal. Et ça, c'est le modèle qui a façonné beaucoup de nos institutions et même de notre imaginaire par rapport au travail. On apprend quand on est jeune, on n'apprend pas au milieu de la vie. Et donc, on a beau comprendre qu'il y a des choses qui changent et que c'est plus tout à fait le modèle dominant, eh bien, on reste encore paralysé par celui-là. Et il change pour plein de raisons. Il change parce que, je vais dire déjà, révolution démographique, enfin transition démographique. Et cette transition démographique, elle est aussi le produit d'ailleurs de ce paradigme industriel, parce qu'il nous a enrichis, nous a permis de mieux vivre, il nous a permis d'avoir de fantastiques progrès dans l'accès à des services comme la santé, dans l'accès à bien manger, se nourrir, bien vivre, etc. Donc vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc, ce qui avait été défini à un moment où on avait une espérance de vie de 60 ans, eh bien maintenant, on a une espérance de vie de... Allez, l'espérance de vie, c'est compliqué parce que l'espérance de vie, on a toujours ce chiffre de l'espérance de vie à la naissance. Mais quand on a déjà 40 ans passés ou 50 ans passés, l'espérance de vie, elle est bien plus élevée que l'espérance de vie à la naissance. En fait, il y a une espérance de vie à chaque âge. Donc, quand tu as déjà passé les obstacles de la première partie de la vie, ton espérance de vie est supérieure. Donc, ceux qui nous écoutent ne sont pas des nourrissons.
Donc leur espérance de vie est supérieure à l'espérance de vie à la naissance, qui est la moyenne qu'on connaît et sur laquelle on communique. Ça ne veut pas Ah, dire d'accord. qu'on va tous vivre au-delà de cette moyenne, mais voilà, elle est plus élevée qu'on ne pense. Et donc évidemment, ça change énormément la donne. Si on vit beaucoup plus longtemps, la notion de vie en 3 phases, elle est plus tout à fait adéquate. Et puis surtout, bah, ce modèle-là, c'était un modèle qui marchait bien dans la sphère industrielle. Tu crées un prototype, et puis ensuite tu passes à grande échelle, et puis les processus, tu les changes pas tous les 4 matins. Mais bah, révolution numérique, tout un tas de nouveaux modèles qui sont apparus dans le travail, l'univers du travail dans les services, dans le care, bah, tout ça, c'est des univers dans lesquels ce modèle-là, il colle pas. Il colle pas. On a plutôt un modèle où on va être dans la collecte des données, une hypersensibilité à son environnement, et puis Mhm. ensuite, on lance la fameuse MVP du monde des startups, le minimum viable product, ce petit truc imparfait que tu lances pour dire que tu existes et puis pour pouvoir commencer à collecter des informations et puis le transformer petit à petit en fonction des signaux que tu reçois de l'extérieur. Donc, cette espèce d'hypersensibilité au monde extérieur qui fait que tu itères, tu changes, tu itères, etc. Et petit à petit, tu arrives à quelque chose qui devient de mieux en mieux. Et qui est une belle métaphore de vie aussi qu'on peut appliquer à soi-même. C'est-à-dire, on n'est pas dans une fiche de poste aussi figée avec un nombre de gestes très limité dont tu peux faire l'acquisition très très vite au début. On est dans cette idée d'itération, de carrières qui vont être faites de phases multiples, pas juste 3 phases, dans lesquelles la formation va jouer un rôle non seulement à différents moments clés, à moments pivots clés de ta carrière, mais même tout au long de ton travail, si tu es dans cette logique d'itération. C'est vraiment un peu à gros traits d'un modèle de command and control où tu as la formation qui joue un rôle qu'à la première étape, à un modèle d'itération permanente qui fait qu'on accepte beaucoup plus, ou en tout cas qu'on prend conscience qu'on est dans un monde d'incertitude et de réactions beaucoup plus, comment dire, avec une fréquence beaucoup plus rapide que celle qui était du monde industriel, qui faisait comme si l'incertitude n'existait pas. Parce que évidemment, l'incertitude existait déjà. C'est pas comme si on pouvait prédire le futur en 1950. Bien sûr que non. Non, mais on pouvait quand même, pour avoir travaillé dans le conseil, et je sais que ça m'a toujours surpris il y a un peu de temps maintenant, on avait tendance, et je pense qu'aujourd'hui ce n'est vraiment plus faisable, à se dire on va regarder les 10 dernières années, en tout cas dans les modèles financiers. On regardait, on avait plein d'études prospectives, etc. Et on tirait des traits et on était à peu près à l'aise. Et je pense qu'il y a une chose que le Covid est venu faire, c'est que ça a convaincu enfin tout le monde que ça, c'était plus trop possible, qu'on vivait dans une incertitude extrêmement forte, beaucoup plus qu'avant, et qu'on est dans cette incertitude, dans un certain inconfort. Et c'est un peu comment la formation ou l'apprentissage me permet de retrouver du confort dans l'inconfort. Parce que il y a une chose que je trouve dans ce que tu dis, si moi je le résume avec mes mots, c'est en fait, on n'était pas dans la certitude, mais on était dans le pouvoir, c'est le savoir. Si je savais, j'avais du pouvoir, je détenais l'information, elle n'était pas dehors, l'information, je l'avais moi. Et donc, plus j'allais haut dans la hiérarchie, plus je grandissais, plus tout ça, plus je savais. Et j'imposais aussi, comme tu l'as dit, command and control, j'imposais mon respect et j'imposais mon pouvoir parce que j'avais comme information et les sachants, d'ailleurs, et encore aujourd'hui, évidemment, hein, plus on est un expert. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que cette information, elle est partout. Elle est dans nos poches, dans les téléphones portables, elle est dans la main des consommateurs, elle est, etc. Et que du coup, ce qui donne le pouvoir, c'est le j'apprends. Et en plus, c'est de toute façon fondamental d'apprendre puisque on est incertain, tout bouge très vite tout le temps. Et ça, je pense que la vraie question et pourquoi on est là aujourd'hui, Laetitia, c'est que si ça a été très très vite ce changement de paradigme entre je sais et j'apprends comme force, nos comportements n'ont pas évolué aussi vite. Je pense que c'est encore difficile aujourd'hui d'assumer devant son équipe, d'assumer devant un boss, d'assumer parfois, de se dire mon rôle, il n'est pas que de savoir. Mon rôle, justement, il est de poser les questions, il est d'être curieux. Mon rôle, il est d'assumer que je ne sais pas pour aller chercher et pour être dans ce mode itératif.
Et ça, c'est changement aussi de culture. Et il y a un sujet sur lequel j'aimerais t'entendre. Tu as écrit un super article là-dessus qu'on vous partagera, qui s'appelle, je crois, la soif du débutant. Et en fait, dans cette incertitude, on est un peu tous des débutants aujourd'hui. Dans les outils, là, on est sur Livestorm, ensuite on doit être sur Teams, ensuite on doit. Et ça nous remet tous un peu à cet âge-là. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de ça, sur comment on arrive à réveiller ce côté débutant qui parfois et souvent est même très plaisant? J'ai envie de réagir sur ce que tu disais juste avant par rapport à la notion d'expertise et puis à la manière dont les entreprises en font encore l'alpha et l'oméga du recrutement, l'alpha et l'oméga de leur modèle managérial avec voilà, les sachants, les non-sachants, tu as le bon diplôme ou tu n'as pas le bon diplôme, tu as le bon parcours. On reste complètement imprégné de la vision command and control, même quand on prétend s'en affranchir au moins un peu, c'est absolument partout. Déjà, l'enseignement est très cloisonné en disciplines qui ne se parlent pas. Quand tu fais une thèse dans une discipline, oh là là, tu ne vas pas parler à des experts d'une autre discipline, alors qu'en fait, les deux sujets sont intimement liés. Donc, tu as vraiment cet héritage, même dans la manière d'ordonner le savoir, qui reste imprégné de ce monde industriel qui aimait avoir des catégories comme ça, bien cadrées, bien fermées, alors que tu l'as dit, on est dans une porosité qui est très très grande et qui fait que les choses devraient communiquer. Mais les institutions du savoir, elles restent extrêmement figées. Le management et le recrutement, par exemple, restent très adéquationnistes, particulièrement en France. Tu as le diplôme dans la discipline X avec 3 ans entre 3 et 10 ans d'expérience, mais pas plus, hein, parce que sinon, tu es déjà trop. On veut bien de toi. Et on reste comme ça dans une vision très, très linéaire. Et on en est vraiment qu'au tout début d'une transformation. Et dans les signaux qui montrent que ça ne va plus, ce modèle-là, on a la soi-disant pénurie de talent. En fait, il n'y a pas de pénurie, il y a une inadéquation. Et une inadéquation qui est le signe que ce modèle linéaire ne fonctionne pas, en fait. C'est pas qu'il n'y a pas assez de gens, on n'a jamais eu plus d'humains sur Terre, donc il y a du monde. Mais si on n'est pas capable de les trouver pour leur faire faire ce qu'on a envie de leur faire faire, c'est qu'il y a un problème dans notre vision de comment on recrute, comment on forme, comment on manage. Voilà, Il réveille le feu intérieur aussi, cette exactement. soif du temps, parce qu'il y a aussi ce phénomène qu'on appelle la grande démission. Et je pense que ce côté réveiller le débutant, et ça va un peu avec la question que tu nous poses, merci beaucoup Nathalie, sur on est tout le temps dans des sollicitations, dans plein de choses, et donc quelle place reste-t-il pour apprendre et avoir de la curiosité? Ouais. Et où est-ce qu'elle est cette place, et en fait comment on la met en priorité? Je pense qu'on va parler juste après de la voix du débutant, mais c'est vrai que j'ai très envie de réagir à la phrase de Nathalie parce que c'est vraiment la grande question, je pense, de cette disponibilité de temps de cerveau, de jus, d'énergie dans un contexte de stress chronique et d'infobésité permanente. C'est-à-dire qu'on produit plus de contenu et plus de savoir qu'on ne peut en emmagasiner, que l'ensemble du temps disponible humain d'attention, il est très inférieur à tout ce qu'on consomme. C'est un tsunami d'informations qui nous arrive. Et nos cerveaux, qui restent des cerveaux anciens, exactement comme voilà, nos ancêtres de la préhistoire, on n'est pas biologiquement différents de nos ancêtres d'il y a quelques milliers d'années, on n'est pas capable de gérer cette sursollicitation, on n'est pas capable de prêter attention. Et l'attention, c'est vraiment cette ressource clé sans laquelle aucun apprentissage n'est possible, sans laquelle aucun progrès n'est possible et qui est la plus mise en péril. Et quand on est dans un stress chronique avec, voilà, moi j'ai devant moi là, je ne sais pas combien d'onglets ouverts. Alors évidemment, là je suis devant, je suis en train de te regarder, Annabelle, je te rassure, hein, mais il faut avoir cet acte, enfin ce geste conscient de couper les notifications, de se dire ça y est, je fais attention, je ne fais rien d'autre et je ne fais rien d'autre que ça. Et ça veut dire créer un espace sacré.
qui sépare le temps que j'ai avec vous là. C'est un temps pendant lequel je fais pas autre chose, je vais pas répondre au téléphone, je vais pas répondre à un email, je ne fais rien d'autre. Et ça, c'est un temps où quelque chose est possible. Et de la même manière, tout moment d'apprentissage, maintenant, doit composer avec cet univers d'infobésité et de sollicitation permanente, de créer un espace à part dans lequel l'attention est possible. Ça peut prendre la forme d'un espace physique, et je pense que de plus en plus, on va en avoir besoin, d'un espace dans lequel voilà, on pose nos téléphones à l'entrée, on les met un peu de côté, on les oublie et on passe du temps avec les autres, dans lequel on a cette disponibilité, ce temps de cerveau, ce jus de cerveau qui va être disponible, dans lequel on va prêter attention. Et ça veut dire qu'il faut que ça soit possible matériellement, soit du côté de l'employeur, soit du côté de votre emploi du temps, et alors semaine de 4 jours ou pas semaine de 4 jours, voilà, avoir tout un tas de questions qui se posent sur comment est-ce que je crée cet espace, et cet espace sacré, pour pouvoir être capable de donner de l'attention à quelque chose. Et ça, c'est la première étape, et c'est une étape qui est devenue beaucoup plus difficile dans ce contexte d'infobésité extrême, parce que le stress chronique, c'est des bouleversements hormonaux qui font qu'en fait, on n'est pas du tout réceptif. On est dans un état de... Le stress, il a été créé, on va dire, comme mécanisme biologique pour faire face à des dangers de vie ou de mort. Donc, il est très utile pour te donner des ailes, voilà. Mais quand il devient chronique, ça veut dire qu'on met au second plan tout un tas de fonctions importantes de l'organisme. On ne fonctionne pas bien, en fait. Ça ne peut marcher, le stress, que quand c'est ponctuel, pour t'aider à surmonter un obstacle très grave, très important, surmonter une épreuve très importante, mais pas quand ça fonctionne de manière chronique. Donc, par exemple, je suis convaincue qu'on ne peut pas apprendre quand on est dans un état de stress chronique. Parce que voilà, on est diminué, en fait, on est même diminué. Donc ça, c'est la première chose pour réagir par rapport à ce que disait Nathalie. Je pense que c'est en effet vraiment un très, très gros sujet, et ça veut dire que tant pour les individus que pour les organisations, que pour les organismes de formation, composer avec une culture, une société, une vie dans laquelle l'attention est la ressource la plus rare et la ressource la plus difficile à obtenir, ça nécessite des ajustements très profonds par rapport à l'époque où il suffisait d'aller dans une école, s'asseoir sur une chaise et puis bah voilà quoi, et ou prendre un livre et puis on n'avait rien d'autre à côté quoi. Là, c'est vraiment quelque chose je pense que c'est vraiment l'obstacle principal, et tu le disais, le savoir, il est partout, mais en même temps, il est nulle part du coup. Il est nulle part parce que tu n'as pas la réceptivité, l'attention pour t'en emparer et le prendre. Et finalement, le gros atout ou la grande valeur d'un organisme de formation ne serait-il pas, non pas de donner des savoirs, puisque tu l'as dit, ils sont partout, mais de créer cet espace dans lequel l'attention est possible, dans lequel la réceptivité est possible, et dans lequel cette transmission peut se passer dans n'importe quel sens d'ailleurs, dans lequel cet échange peut se produire. Parce qu'on crée un cocon qui nous ferme de ces sollicitations permanentes et qui permet l'attention. Et ça va se passer dans le relationnel aussi, parce que l'attention, on le passe quand on est en relation avec quelqu'un d'autre. Si on est tout seul face à ces sollicitations multiples, je pense qu'apprendre tout seul n'est pas si facile que ça, parce que c'est pas si facile de créer cet espace d'attention. Voilà, parenthèse sur ça, sur ce contexte particulier, et puis quand même parler de ce que tu voulais. Tu avais la question, c'est ça, sur la joie. Je rebondis juste sur ce que tu as dit, parce que c'est très parlant, et en fait, dans ce que tu dis, et c'est ce qu'on essaie de faire chez Maria, et vraiment ce qu'on a en ligne de mire, c'est qu'en fait, pour moi, il y a un peu un triptyque pour avoir cette attention qui va être le corps, le cœur et l'esprit. Et en fait, parfois, c'est l'un qui va, tu vois, c'est mon cœur qui va dicter à mon esprit. Parfois, c'est parce que j'ai tout d'un coup réussi, j'ai fait la chose concrètement que ça imprime. D'autres moments, et en fait, tu sais pas ce qui va forcément fonctionner sur toi et à quel moment, mais c'est en sollicitant toujours ces trois choses-là qu'il peut se passer quelque chose. Parce que c'est dans la rencontre. Nous, typiquement, on n'a pas de prof en tant que prof dont c'est le métier, on a beaucoup plus des experts en poste qui viennent partager. Qu'est-ce qu'on veut réussir avec ça? C'est le côté l'identification, et j'ai une rencontre à un moment qui fait que je me dis ah bah tiens, c'est marrant, parce que j'avais l'impression que j'étais éloignée, que ça pouvait pas être pour moi, mais cette personne, en fait, elle est comme moi. Parfois, on n'est pas très loin des gens, on met toujours des images
à l'expertise très loin. Et quand tu fais redescendre et que tu te rends compte, bah là, tu as parlé au cœur et à l'esprit parce que tu as rencontré, etc. Donc, pour moi, ça me parle énormément ce que tu dis et pour le vivre au quotidien et voir ce que ça peut déclencher, ça me semble fondamental. Et c'est du coup, je pense, une bonne transition pour te faire parler de cette soif. En fait, parfois, ce que je trouve compliqué, c'est le côté, tu vas avoir, et tu as des directeurs, tu as des personnes, et on va te dire, oh, mais ça va, je sais. Oh, mais la formation, voilà, j'ai d'autres choses à faire, on est débordé. Quelles sont un peu les techniques? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui va les amener à comprendre en fait que se former, c'est pas juste apprendre pour apprendre, c'est en fait réveiller quelque chose en soi d'assez fort, quoi. Depuis le début de ce webinaire, j'ai la chanson de Johnny qui est en boucle dans ma tête, là, sur allumer la flamme, allumer le feu, allumer le feu. Parce que oui, tu l'as dit, c'est vrai que c'est toute cette métaphore filée de la flamme, du feu, de l'amour, de l'état amoureux. En fait, il est la meilleure c'est la meilleure métaphore pour parler d'apprentissage de manière moins chiante qu'on ne le fait habituellement, quoi. C'est-à-dire que on le fait notamment dans le monde du travail, un peu comme une case à cocher, une formalité, formalité un peu, hein, quelque chose qui est formation, formalité, formatage, est quelque chose de profondément ennuyeux, rébarbatif, pas très excitant, etc. Alors qu'en fait, bah, on est complètement dans cette logique d'excitation, de joie, de désir, de plaisir. Et donc la métaphore de l'amour, du sexe, tout ça, c'est là-dessus qu'on est. Et si on reprend, si on file la métaphore hormonale qu'on a déjà évoquée tout à l'heure à propos du stress, c'est vraiment ça qui se passe et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors, tu parlais de cet article que j'ai écrit qui avait été inspiré par la lecture d'un livre que j'ai adoré, d'un auteur américain qui s'appelle Tom Vanderbilt, qui est un journaliste aussi, qui écrit beaucoup pour le New York Times, qui a mené cette expérience assez rigolote de se mettre dans l'état du débutant sur des disciplines qu'il n'avait jamais pratiquées. Les échecs, alors qu'il avait 45 ans passés et que voilà, on s'intéresse qu'au petit génie et pas du tout à ce qui se passe chez un adulte déjà bien formé. Le surf, le chant, enfin voilà, tout un tas de domaines sportifs, artistiques et culturels dans lesquels on valorise toujours les petits génies, en gros. Et puis, l'apprentissage dès l'enfance pour atteindre un niveau professionnel, comme si la notion de plaisir, de désir, etc. n'existait pas. Et lui, donc il s'est mis dans cet état-là, et puis il a décrit ce qu'il a ressenti, éprouvé dans cette première phase d'apprentissage, alors qu'il était nul à la base, hein. Donc il a choisi des disciplines dans lesquelles il savait rien et dans lesquelles il savait qu'il n'allait pas devenir un professionnel. Parce qu'en se mettant aux échecs à 40 ans passés, bah, on va jamais être au niveau d'un grand maître et on s'en fiche. Et ce qu'il décrit, c'est vraiment un état amoureux, en fait. Donc, j'ai noté la citation qui nous avait interpellées toutes les deux, Annabelle, hein, parce que je crois que tu avais bien aimé cette citation, et je vais vous la lire. Les premiers stades sont magiques. Au début d'une histoire d'amour, vous vous trouvez dans ce qu'on appelle un stade neurobiologique extrême. Votre cerveau est gavé d'une boisson énergétique hyper caféinée, de dopamine et d'hormones de stress. Bon stress. L'apprentissage d'une nouvelle compétence est curieusement similaire. Votre cerveau est dans un état d'hyperconscience. Il baigne dans la nouveauté. Lorsque vous vous plongez dans l'apprentissage d'un art ou d'une compétence, le monde qui vous entoure vous apparaît nouveau et débordant d'horizons infinis. Et cette citation, elle dit tout. C'est que tout d'un coup, le rapport au monde, il est fait d'une curiosité infinie. On se remet dans un état d'enfant en étant réceptif. On se redonne la capacité d'une attention qu'on a perdue. Quand on est dans un monde de routine et qu'on refait les mêmes gestes dans sa journée, on ne perçoit plus son état, son environnement. On n'est pas dans un état de vigilance. Et pour se mettre dans un état de vigilance, il faut se mettre dans un bain de non-familiarité, dans un bain de nouveauté, dans un bain d'étrange.
Et tout d'un coup, ce dont on s'aperçoit, c'est que le rapport au temps se transforme, hein, le temps se remplit d'expériences nouvelles, il s'étend. En fait, si on veut avoir l'impression qu'une journée vaut beaucoup, qu'une journée de sa vie vaut beaucoup, ou qu'une semaine de sa vie vaut beaucoup, il faut le remplir de choses nouvelles. Et peut-être au départ se forcer à se mettre dans le non familier. Et il y a une part d'inconfort là-dedans. J'en sais quelque chose puisque ma manière à moi de se mettre dans cet état-là, c'est c'est de me forcer à être dans un bain d'étrange. Et être dans un bain d'étrange, ça a été changé de pays. Là, depuis 10 ans, je vis à l'étranger. Et là, je vis en Allemagne et je suis encore dans un bain d'étrange. Mais les premiers temps, tout est nouveau. Tout est nouveau parce que le design des choses du quotidien sont nouvelles dans un autre pays. Je sais pas si je sais pas si tu conduis, mais quand on franchit une frontière, même à l'intérieur de l'Union européenne, tout d'un coup, tu le vois visuellement. Le mobilier urbain se transforme, les signaux, la signalétique sur les autoroutes, c'est plus les mêmes codes couleurs, c'est plus les mêmes typos, tu vois que tous ces petits détails de la vie se transforment et tout d'un coup, tu deviens beaucoup plus vigilant. Et attentif. Voilà, tu deviens attentif et tu regardes, tu commences à regarder les détails auxquels en fait tu devrais prêter attention toujours, mais auxquels tu ne prêtes plus attention. Donc c'est une manière, voilà, de se redonner, de redonner cette place et cette attention. Et la citation de Tom Vanderbilt, elle est magnifique sur la joie du débutant et cet état comme l'état amoureux au début d'une relation, ou comme l'état de la première semaine dans un nouveau job, où tout est nouveau et on connaît personne et on est hyper vigilant, hyper attentif à son environnement et aux personnes qui nous entourent. Et effectivement, ça va avec la disponibilité. Et du coup, ma question juste après pour toi, ça va être, je sais, tu m'as partagé, toi, tes petits rituels. Qu'est-ce que tu fais pour trouver ce temps de disponibilité et te mettre à avoir de l'attention? Est-ce que tu as observé dans des entreprises, des exemples sur du collectif, de choses qui peuvent exister, qui peuvent être utiles pour donner cet espace? Et même au-delà de le donner à des collaborateurs, parfois la question, elle est comment moi-même, je me force à le prendre. Et en fait, le sujet, il est très similaire qu'il s'agisse d'entreprises, de collectifs ou d'individus. C'est toujours ce sujet de se créer des rituels, des espaces sacrés. Alors, sacré, ça veut dire qu'il y a une séparation spatiale, en fait, qui est très, très nette et très claire, hein. Par exemple, voilà, un espace sacré, c'est un espace où on ne permet pas cette porosité avec l'extérieur. Donc, ça évite, ça permet un espace d'attention. Donc, ça peut être dans les équipes, mais aussi dans les groupes d'amis. Comment est-ce que tu crées un rituel pour te forcer à lire, par exemple? C'est un club de lecture où tu te dis, voilà, dans 3 semaines, on se retrouve et on va parler de tel livre. Et tu trouveras un moyen, si les relations pour toi sont fortes, de prêter attention au livre en question et de le lire. C'est de la même manière dans ton emploi du temps quotidien, de sacraliser ton heure de lecture quotidienne ou ton heure de lecture hebdomadaire, ça dépend du temps que tu as. C'est retrouver la joie des trajets pendulaires quand ils sont pas trop pénibles pour lire, pour écouter un podcast. Et ça, pareil, c'est un moment à part, donc sacré, où tu ne fais que ça et où tu lâches le reste et tu t'en empêches. Tu sais que quand tu n'as pas de Wi-Fi, aux joies, aux merveilles, tout d'un coup, tu te dis, je vais lire. Et tu lis davantage. Ouais. Donc c'est ces petits rituels individuels et collectifs, par exemple, les clubs de lecture. Mais les clubs de lecture, c'est un truc merveilleux. Il y a des entreprises qui le font depuis des années et des années. C'est pas obligé de le faire en entreprise, ça peut être fait évidemment à l'extérieur, mais de donner un espace pour pouvoir le faire. Il y a d'autres rituels comme ça qui sont importants, qui sont peut-être aussi plus dans le moment où on prend pour regarder en arrière ou pour regarder en avant. Donc là aussi, un espace à part, je pense à un rituel à propos duquel on a beaucoup écrit, qui est celui pratiqué chez Pixar et d'autres, des post-mortem. Alors, les post-mortem, c'est un peu morbide comme expression, parce que oui, en effet, c'est aussi disséquer un cadavre pour comprendre de quoi il est mort. Mais c'est un rituel qui consiste à, en équipe, regarder tout le projet. Alors, chez Pixar, c'est un film d'animation sur lequel on a travaillé pendant 3 ans, 4 ans. Enfin, c'est un travail
colossal qui a impliqué une équipe assez large. Et donc, on prend la core team et on a des questions rituelles. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qu'on ferait autrement? Qu'est-ce qu'on ferait pareil? Tout ça, on l'archive, on le conserve. On a des rituels pour y revenir. Avant un nouveau projet, on va se retourner en arrière et aller regarder ce qu'on a appris, en fait, parce que sinon, si on n'archive rien, si on repart de zéro à chaque fois, ben, on n'apprend rien, en fait. Donc, c'est conserver un apprentissage, évidemment avec la flexibilité pour savoir qu'une situation nouvelle va nous imposer parfois des choses nouvelles, mais il y a des apprentissages à conserver, des choses du passé. Et ce qui est important, le petit détail important des post-mortem de chez Pixar, c'est on n'est pas dans l'idée d'aller punir des gens pour des fautes qui auraient été commises. Parce que sinon, on n'apprend pas. Si on n'a pas le droit à l'erreur, on n'apprend pas. Donc l'idée, c'est de les rendre blameless, hein, les blameless post-mortem de chez Pixar. Ça veut dire on n'est pas là pour donner des bons points et des mauvais points. On est là pour apprendre. Et on est là pour apprendre collectivement. C'est un joli rituel qui n'est pas une formation en tant que telle, mais qui pourtant a un pouvoir de formation aussi très très fort. Donc il y a plein de petites choses comme ça. On peut en donner un troisième exemple, hein, à part les clubs de lecture, les post-mortem, et puis des processus de communication qui vont vers un apprentissage, qui sont ceux qui consistent à toujours bien récapituler, à reformuler une chose différemment pour intégrer un point de vue culturel différent ou un point de vue dans l'entreprise qui va être différent. Ça peut paraître un peu lourdingue, mais ces modalités de communication qui sont très appropriées dans des équipes multiculturelles, en fait, c'est aussi un modèle de communication qui vise l'apprentissage. On ne suppose pas que tout le monde sait. Par exemple, j'emploie un sigle, un jargon, un truc où je dis comme la dernière fois, bah, déjà j'exclus les nouveaux entrants, les petits débutants, les stagiaires, bah, comme la dernière fois, c'était quoi la dernière fois, comment je sais ce qui s'était dit la dernière fois. Donc c'est très excluant, hein, cette manière de parler qui suppose toujours que tout le monde a la même information. C'est pas une manière de communiquer qui est tournée vers l'apprentissage. Donc pour tourner vers l'apprentissage, c'est inclure les petits nouveaux. C'est ce que j'appelle, moi, explorer le récit de l'autre. Et ça fait partie de la vraie conversation. Simplement, je comprends. Et dans pas mal de sessions qu'on fait chez Maria, et une phrase qui m'a beaucoup marquée qui était comment je sors de la volonté de convaincre pour entrer dans la volonté de comprendre. Et en fait, je pense que cet apprentissage, il faut aussi, on n'est pas là pour apporter des solutions et essayer de comprendre quelqu'un, c'est se mettre dans ce processus. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis. Et sur cette question que tu disais de rituel, de temps, de disponibilité, et c'est un truc dont je te parlais au tout début, moi j'adore le parallèle avec le sport. Parce qu'en fait, c'est exactement le même sujet. Aujourd'hui, on est sursollicité. L'énorme problème qu'on a tous, c'est le temps. Et on trouve le temps de faire du sport. Parce qu'on a bien compris et on a intégré que c'est bon pour soi, bon pour la santé. Ça nous rend beau aussi, on a l'impression en tout cas. Si là, je vous demande à tous dans le public qui a fait du sport la semaine dernière, j'ai de grandes chances que la majorité me répondent oui. Peut-être vous allez être 80-90% à me dire j'ai fait du sport la semaine dernière. Est-ce que Laetitia, tu as fait du sport la semaine dernière? Je te parie que tu en as même fait cette semaine, parce que je sais que tu es une grande sportive. Et en revanche, tous ceux qui m'ont répondu non, vous avez en vous cette pointe de mauvaise conscience. Ouais, parce qu'on a tous intégré que c'était bon pour nous, sur plein de choses. Et ce que je trouve complètement dingue, c'est qu'on n'a pas du tout encore intégré à quel point apprendre, se mettre dans ce processus d'apprentissage, aller passer du temps, hein, se prendre le rituel de cet apprentissage est aussi bon pour nous. Et à mon avis aussi, nous rendra beau et nous rend beau. Et je pense que c'est super intéressant de voir que... Et pourtant, le sport a été de la même manière que l'éducation ou la formation, à un moment, peut-être il y a plus 50 ans qu'il y a 10 ans, ça c'est vrai, cantonné aux enfants, c'est à l'école que tu fais du sport, ou aux athlètes, c'est les professionnels. Et je pense qu'on est dans cette révolution, on est dans cette transformation, mais pas encore. Et en fait, ce que je trouverais intéressant, et ma transition là-dessus, c'est, selon toi, c'est quoi les bénéfices de l'apprentissage? Comment tu peux aller les chercher, les solliciter, les montrer? Parce que finalement, on a tous compris les bénéfices du sport,
on a peut-être, c'est plus difficile au quotidien, quand on est sursollicité dans son entreprise tous les jours, de comprendre ces bénéfices-là. Alors, indéniablement, être dans une démarche d'apprentissage, ça rend beau. Ouais. Première démarche, hein, pour la comparaison avec le sport qui est excellente. Pourquoi? Parce que quand tu es curieux et quand tu es attentif, tu as tout ce langage corporel par rapport à l'autre qui est un langage en fait qui rend, qui rend séduisant en fait. C'est vrai, qu'est-ce que c'est C'est formidable curieux. quelqu'un qui est capable d'écouter. À l'inverse, le mansplainer ou le womansplainer de service qui est là à t'asséner son savoir sans le moins du monde s'intéresser à qui tu es, sans avoir cet état d'hypervigilance aux autres, bah, n'est pas sexy, en tout cas à mon sens, vraiment pas beau, quoi. Donc ça rend beau, la curiosité, ça rend beau, parce que ça rend réceptif, attentif et donc séduisant. Bon, pour la comparaison avec le sport, je pense que c'est la première chose. Après, je pense que plus généralement, la dimension de santé, on commence à en parler beaucoup parce que vieillissement de la population oblige, on parle beaucoup de un certain nombre de pathologies comme Alzheimer, etc. On voit voilà, des problèmes de sénilité à très grande échelle maintenant qu'on a tellement de centenaires que d'ici 10 ans, ils vont commencer à apparaître sur la pyramide des âges. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était tellement statistiquement marginal que ce qui était au-dessus de 80 ans, c'était vraiment, ça ne se voyait pas, donc c'était écrasé par la pyramide des âges. Maintenant, on va avoir tellement de différentes catégories, donc 60, 80, 60, 70, 80, 90, 100, ça apparaît, ça devient un petit, voilà, la pointe, comme la pointe de l'Empire State Building, voilà, exactement. On la voit parce qu'il y en a des milliers, des dizaines de milliers, voire demain des dizaines et des dizaines de milliers de centenaires à l'échelle de la population française. Et que du coup, on a cet échantillon de masse qui nous fait voir qu'il y a une proportion pas malheureusement trop importante de gens qui arrivent dans des états de sénilité. Ils vivent, mais ils ne sont pas en bonne santé. Ils ne sont pas en bonne santé ni physique, ni mentale. Ils peuvent être en situation de grande dépendance, alors que d'autres, au même âge, comment dire, au même âge administratif, ils sont nés la même année, mais ils n'ont pas du tout ni le même corps, ni le même cerveau, etc. Et donc, on sait bien que il y a ces deux versants, le versant sport, activité physique, et puis le versant sport du cerveau, activité mentale, etc. Comment est-ce qu'on lutte contre Alzheimer? Quel exercice on fait? Et on voit que ce soit dans les maisons de retraite ou que ce soit chez dans le monde des psys, c'est des sujets qui intéressent beaucoup de monde, en fait. Et on sait bien que ça fait partie de l'hygiène de vie que de solliciter son cerveau. On a des tonnes d'études aussi qui montrent bien que les personnes qui sollicitent leur cerveau plus longtemps restent en bonne santé beaucoup plus longtemps, en bonne santé psychique. Donc vraiment, le parallèle, il est très, très fort sur la plasticité neuronale, sur les risques de sénilité, d'Alzheimer, etc. On a des parallèles vraiment complets entre le sport et puis le sport mental. Ça joue beaucoup sur des choses comme les jeux vidéo, les échecs, l'apprentissage des langues, l'apprentissage de la musique. Ce sont vraiment les disciplines dans lesquelles on a fait le plus d'études avec des coupes du cerveau, etc., hein, des images, des brain imagery, où tu vois l'activité du cerveau et la santé du cerveau pour des gens qui sont trilingues, pour des gens qui pratiquent un instrument de musique au quotidien ou pour des gens qui jouent aux échecs à un âge très avancé. C'est des choses qui maintiennent en bonne santé. Donc le jour où on aura dans le check-up de santé des éléments qui touchent au cerveau à très grande échelle et en préventif, de manière à avoir une proportion de gens dépendants et séniles beaucoup plus faible que jusqu'ici, c'est un enjeu de santé publique majeur, parce que quand on a des centaines de milliers, de millions de gens qui ont plus de 80 ans, ce qui sera le cas dans notre société, dans la société de demain, c'est un enjeu énorme. Et quand en plus on sait que
on va être plutôt moins riche enfin, les retraités et les retraités EES en particulier seront plutôt moins riches que celles des générations précédentes. Être en bonne santé plus longtemps, c'est un enjeu extraordinairement important parce que si les soins se dégradent, etc., je sais pas qui va nous soigner, qui va s'occuper de nous, quoi. Donc tout ça, bon, pardon, c'est un peu négatif pour le coup. Non, mais c'est juste que effectivement, et du coup, ça commence par nous-mêmes de se dire qu'on va se mettre dans ce processus d'apprentissage. Et Nathalie, je suis assez d'accord. Je pense qu'un renaming s'impose. Le mot formation a mauvaise presse, en fait, même dans nos imaginaires individuels. Très formation, il y a un truc qui... Mais bon, c'est très, très difficile. Alors, éducation, peut-être comme autre mot. Moi, je prends toutes les idées pour réussir, quand on parle de marketing de la formation, comment on en parle, comment on engage, ça fait partie du jeu aussi. Parce que typiquement, quand on regarde tous les clubs de sport, etc., il y a des imaginaires super forts qui existent pour emmener les gens à venir dans une salle, répéter des mouvements pas faciles. Donc, il n'y a aucune raison, on n'arrive pas à stimuler l'envie. Et je pense qu'il y a une double envie. Il va y avoir l'envie de soi, d'y aller, de se dire que c'est bien d'aller en formation. Il est évidemment nécessaire en face d'avoir des formations de qualité, ça je ne le nie pas. Mais il y a aussi le fait que quand on est un manager, un directeur, patron d'une unité ou je ne sais quelle, ça, il faut aussi comprendre le bénéfice pour ses équipes, pour son entreprise, d'envoyer en formation et de laisser ce temps nécessaire pour derrière plus d'accompagnement. C'est pour ça que j'aime bien le mot école, moi. J'aime bien le mot école parce que, tu vois, en latin, c'est le lieu de l'étude et c'est le loisir, scolaire, le loisir. Donc, tu as à la fois la dimension de plaisir, en théorie, et puis la dimension de lieu à part dans lequel tu sacralises l'apprentissage. Et puis en plus, on parle d'école de pensée, enfin, tu vois, l'école, aller à l'école. Collectif dans l'école, tu rencontres des gens. Et t'es pas tout seul. Et moi, je pense que l'apprentissage, il vient des rencontres des personnes, etc. Mais c'est intéressant ce que dit Christelle aussi. On parle du besoin et pas de la méthode. Or, la formation, c'est une méthode. Et c'est vrai que là, on a beaucoup parlé du besoin. Et le besoin, tu comprends tout de suite. C'est indéniable. Après, il y a, je pense que quand on disait que la manière de stimuler la soif d'apprendre, le cœur, le corps, l'esprit, beaucoup de pédagogies différentes, rentrent dans un ensemble qui peut être l'école plus que dans une formation. J'aime bien ça. J'ai un dernier sujet sur lequel j'aimerais bien te faire rebondir et n'hésitez pas à poser vos questions parce que le temps a largement filé là, donc allez-y sur vos questions et après moi j'arrêterai de poser mes questions, qui est qu'on dit souvent qu'il faut désapprendre pour apprendre et que parfois il faut faire retomber un peu je connais pour être en capacité d'apprendre. Toi, tu en penses quoi? C'est quoi ta position? Et dans ces cas-là, comment il faut faire? C'est un peu ambigu ce mot de désapprendre. La manière dont je le comprends, c'est que quand on est figé dans une manière de faire, on n'est pas capable d'avancer plus loin que ce que cette manière de faire permet d'atteindre. Et donc, si on veut aller plus loin, innover, être plus productif, être meilleur, à un moment, il faut sortir de cette rigidité-là pour permettre d'autres chemins, donc d'autres chemins de nouveautés qui sont plus inconfortables. Mais le mot désapprendre, en même temps, il fait fi de toute la richesse de ce que tu as accumulé auparavant. Donc, c'est là où j'en vois des limites, c'est qu'on ne recommence pas à zéro quand on trouve un nouveau chemin. Déjà parce que on va pouvoir utiliser des briques, des expériences, etc., qui vont enrichir, qui vont permettre des combinaisons uniques et différentes de différentes disciplines, de différentes expériences. Un chemin vraiment singulier, c'est celui qui combine qui tu es, à quel endroit, à quel moment, avec quel passé et avec quel chemin tu choisis. C'est des combinaisons infinies. Donc, c'est ça qui fait la singularité. Donc, c'est immensément riche et ça m'amène à cette idée que jusqu'ici, la formation, elle est toujours pensée comme étant la même pour toutes. Par exemple, se former à telle compétence pour telle chose. En gros, on crée une formation, c'est la même chose pour tout le monde, plus ou moins, à peu de choses près, parce qu'on ne sait pas individualiser. Et puis en même temps, justement, on veut en faire une expérience collective, ce que je comprends très bien. Mais
On n'apprend pas du tout pareil quand on a 50 ans et quand on en a 20. Parce que Ou 50 même, ans, en je fait. pense qu'on n'apprend pas pareil, toi et moi. Moi, je suis persuadée qu'on a tous des manières différentes d'apprendre et qu'il faut solliciter nos différentes d'apprendre. Alors, et bien entendu, hein, des gens qui sont plus visuels, plus audio, plus machin, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais là, je parle simplement de quantité d'expérience et de connaissances. C'est que quand tu as 50 ans, ou 45, ou 60, bah, tu as vécu plein de choses. Et c'est une énorme richesse. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, tu vas faire des liens, des connexions très, très vite. Et puis, il y a des disciplines parfois qui sont très, très proches. On va quand même pas, on va pas quand même faire comme si être data scientist, ça avait rien à voir avec faire des statistiques. Tu as des gens qui ont fait des maths à très haut niveau, qui savent utiliser des logiciels déjà super compliqués, se mettent à faire de la data science. C'est un saut qui est pas 30 ans d'études, quoi. C'est pas et pourtant on fait comme si oh là là on manque de data scientists. Alors, oui d'accord, mais enfin si on était capable d'utiliser les compétences existantes et puis de les parfois de voilà leur ajouter une brique supplémentaire qui va être l'utilisation d'un logiciel différent ou bien une manière de parler ou de contextualiser qui va être un peu différente ou bon, voilà, parfois on n'invente pas la lune, on n'invente pas le fil à couper de beurre, mais on fait comme si voilà la discipline ou le nouveau truc, ça avait rien à voir avec ce qu'on avait fait dans le passé. En fait, on n'invente jamais grand-chose. Faut quand même pas exagérer. Il y a tellement eu de Beaucoup de bon sens. milliards d'humains derrière nous. Donc, il y a déjà tellement de connaissances sur le terrain. Et du coup, si on était capable de valoriser toutes ces compétences, tous ces savoir-faire et toutes ces savoir-être et toutes ces choses déjà accumulées chez les personnes un peu plus âgées, eh ben, on est dans l'idée d'une valorisation. Et désapprendre, derrière ce mot, moi, le négatif que j'y vois, c'est finalement une dévalorisation des savoirs acquis et des expériences vécues par les individus plus âgés, mais qui dévalorise d'une manière anticiper les savoirs à venir, puisque si on dévalorise ceux d'hier, pourquoi est-ce qu'on dévaloriserait pas ceux de demain? Finalement, rien ne vaut. Rien ne vaut que ce qui est toujours dans le demain, dans l'avenir. Donc, voilà. Puis, il y a ces deux formes d'intelligence, hein, ce qu'on appelle l'intelligence fluide. C'est celle d'un bébé qui ne sait rien et qui, du coup, crée des chemins neuronaux nouveaux, puisqu'il n'y en a pas. On est sur une page blanche. Donc c'est très fluide, mais c'est très lent en même temps parce qu'il n'y a rien sur lequel construire. Et puis il y a ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée, qui est celle, hein, qui est celle où on fait des connexions plus rapides avec des choses qu'on a déjà vécues. Et parfois, ça nous amène à faire des erreurs parce qu'on pense que c'est la même chose et c'est pas la même chose. Donc il faut s'en méfier, évidemment. Hein. Mais c'est aussi la possibilité d'utiliser des briques existantes pour construire à très grande vitesse un mur qui tient. Et donc, avec la métaphore architecturale, c'est de pas faire table rase du passé. Si tu as déjà des bâtiments, des trucs, etc., tu peux les réaménager, tu peux les relooker, tu peux casser des murs pour ouvrir des portes, tu peux faire des tas de choses, mais c'est pas la peine de faire table rase. C'est une richesse énorme. Toutes ces ressources, elles ont de la valeur. Si on est en plus, si on utilise en plus une métaphore écologique, bah, tu te rends bien compte que c'est quand même complètement stupide de ne pas recycler des matériaux qui ont plein de valeur. Tu vas pas tout foutre à la poubelle, tu utilises les matériaux existants. Et ça, pour l'instant, on n'est pas du tout au point, je trouve, dans la manière de parler même d'apprentissage, de parler d'éducation, en faisant comme si, OK, on peut retourner à l'université à 40 ans passés, mais aux côtés de gens qui ont 20 ans, comme si on était exactement les mêmes, comme si on ne pouvait pas, en fait, en gros, avoir un diplôme Bagage, ouais, et puis se former beaucoup plus vite, en fait. ça En c'est gros, se sûr. former beaucoup plus vite, ce serait génial. Et on observe le contraire, comme dit Agnès dans son commentaire, et j'aimerais voir ta réaction là-dessus. C'est vrai que on a parfois un peu le contraire sur des personnes qui ont 50 ans plus, ou un peu, on s'en fout un peu de l'âge même, je dirais, qui du coup se disent il faut que je sache, je peux pas être dépassé face à un monde qui va quand même très très vite, et n'osent pas assumer leur vulnérabilité de en fait c'est vrai que je connais rien au digital, ou en fait c'est pas le digital forcément. Comment là tu fais pour laisser place et leur donner la place à la vulnérabilité? Oui, alors sur le digital, 50 ans, désolé, mais c'est quand même nous qui avons tout inventé. Hein, enfin, moi, j'ai pas encore 50 Oui, ans, hein, oui. Non, c'est pas mais la je veux bonne dire, phrase, le digital, je suis d'accord. ouais, sur le digital et les cinquantenaires, enfin, enfin, peut-être que c'était vrai il y a 20 ans, les cinquantenaires étaient un peu out sur le digital. Les cinquantenaires d'aujourd'hui, c'est les trentenaires qui ont créé tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc, enfin, pour le coup, c'est vraiment pas le cas.
En revanche, on est toujours ringard par rapport à la culture jeune dominante. Donc, mais c'est souvent un choix. À un moment, on choisit de ne Maîtrise pas se mettre à d'outils. TikTok, par exemple. Il y a un, Ouais. J'allais dire maîtrise d'outils, de choses comme ça, où parfois tu te dis, en fait, c'est comment tu pars de cette posture en fait, comment tu assumes que tu ne sais pas, et en fait, c'est vraiment pas un problème. ouais. Et ça, Quand c'est c'est vraiment une question d'environnement et de culture. Quand tu es dans un groupe, une équipe, une entreprise dans laquelle, en fait, c'est la honte de pas savoir, bah, tu vas jamais pouvoir assumer cette vulnérabilité. Quand, en revanche, tu es dans une démarche, justement, ce que je disais sur la communication tout à l'heure, de récapituler, de pas utiliser des sigles, de pas faire comme si tout le monde devait savoir tout, ou de démarches où c'est facile d'accéder à l'information dont tu as besoin et donc finalement ne pas savoir, c'est pas bien grave. Je dirais que c'est beaucoup plus facile d'ailleurs avec ChatGPT, hein, parce que tu sais pas un truc, tu poses la question à ChatGPT, c'est pas grave quoi, c'est pas grave, c'est comment est-ce que tu vas utiliser ces choses-là et pas le fait de ne pas savoir. Donc, mais je pense qu'on a encore du chemin à faire dans beaucoup de cultures par rapport à ça. Mm. Et c'est perçu comme une maladie gênante et honteuse de pas savoir comme un gros bouton, tu vois, un gros bouton d'acné à l'adolescence. Tu mets tu mets le plus possible de fond de teint pour le cacher parce que c'est vraiment la honte. Et pas savoir, bah, c'est pareil, c'est comme le gros bouton au milieu du nez, tu es là, t'as honte et tout. Et ça, c'est vraiment Confiance aussi, hein. Mais tu sais, c'est ce que bah dit ouais, Mara. J'ai bien aimé ta phrase, Mara, dit la formation a mauvaise presse en France car la performance est le but final, pas le processus. Et tu sais, quand on parlait de cette force du chemin, et cette force du chemin, c'est la force de la curiosité. C'est la force ouais, de. En fait, ce qui me compte, c'est que je ne vais pas t'apprendre à maîtriser quelque chose, mais je vais t'apprendre à aller chercher la bonne information, poser la bonne question, essayer de comprendre et let me Google that for you. Plutôt que de dire ouais. comment on fait. Et je pense que ça, c'est ici que tu stimules la soif d'apprendre et c'est comme ça que tu instaures quelque chose, c'est en valorisant le chemin et le processus. Et ça nous ramène à la fameuse joie du débutant dont on parlait au tout début, qui est que l'avantage du débutant, c'est que tu n'as pas vraiment d'attente de performance et d'expertise. Tu n'es pas censé être expert quand tu es débutant. Et le fait d'être libéré de cette logique de rendement et puis de performance, mais tout d'un coup, ça te permet d'être hyper vigilant, d'être dans le plaisir, etc. Et puis en fait, accessoirement, d'avoir une courbe de progression et d'apprentissage qui est exponentielle dans cette première phase, dans cette phase du débutant. Et donc, se remettre dans cette phase du débutant, c'est très important parce que justement, ça nous libère, en fait, ça libère de ça. Je pense qu'il faudra se libérer aussi d'une idée d'expertise parce que pourtant, je l'utilise hein, dans ma vie professionnelle parce que on vend des prestations quand on est expert. Mais en réalité, je suis jamais à l'aise avec cette idée d'être expert parce que ça fige quelque chose. C'est l'idée que ça y est, c'est fait. Alors qu'en fait, non, tu es dans une démarche permanente d'ignorance, d'attention, d'hypervigilance à ton environnement et donc toujours d'itération, etc. En fait, c'est une démarche de vie et de vie en continu. Donc, il ne faut pas que ça puisse être fait. Et si tu as, ça y est, l'étiquette expert, bah ça y est, hop, tu t'assois. Tu es quand même expert future of work. Ben oui, c'est très ambigu. Je suis mal à l'aise avec ce mot en vrai. Je suis très mal à l'aise. C'est Je comment laisse les autres l'utiliser parce que c'est mon activité professionnelle et que je vends des services et des prestations. Mais sinon, en vrai, je l'aime pas du tout ce mot d'expert. Tu sais aussi, pour moi, l'expert, ça me fait penser un peu au mythe de la tour d'ivoire. C'est l'expert là-haut, on va le laisser tranquille. Or, aujourd'hui, comme on le disait au début, c'est la porosité, c'est comment j'apprends les uns des autres. Et en fait, on le voit d'ailleurs, je trouve que LinkedIn, là-dessus, qui est un réseau social extrêmement actif, etc., les experts d'aujourd'hui sont ceux qui arrivent à vachement prendre la parole, à faire de la pédagogie, à partager. Et on parlait de rituels tout à l'heure, de comment tu fais pour mettre les personnes dans des postures comme ça. Moi, je trouve que la meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. C'est de se mettre dans la position de transmettre, en tout cas, parce que là, ça te force. Tout d'un coup, tu as des gens en face de toi qui vont te poser des questions. Tu te rends compte de ce que tu ne maîtrises pas, en fait, complètement. Tu vas aller apprendre pour pouvoir mieux le transmettre parce que tu as ça. Et moi, c'est un rituel qu'on a mis en place chez Maria que j'adore, qui s'appelle les Learning Coffee. Et tous les lundis au déjeuner, c'est une demi-heure, c'est sacralisé. Et c'est une personne de l'équipe, qu'importe, vraiment tout le monde passe.
qui vient apprendre, enfin, transmettre à quelqu'un quelque chose qu'elle a appris, quelque chose qu'elle sait bien faire. Et c'est hyper intéressant de voir à chaque fois, parce que nous, on découvre des nouvelles choses, et de voir que la personne monte en compétence parce qu'elle a bien préparé ce moment où elle allait transmettre. Et là, tu réveilles aussi une énorme fierté chez tout le monde. Et j'aime bien C'est ce un côté. super beau rituel, ça. C'est un magnifique rituel, pas si difficile à mettre en place. Et d'ailleurs, il y a pas mal enfin, c'était des boîtes de la Silicon Valley qui parlaient de ça, hein, de ce moment de la transmission où tu apprends aux autres, etc. Il y a un autre rituel, parce que tu parlais de LinkedIn, qu'on voit beaucoup. C'est celui du. C'est pas tout à fait un rituel, c'est plus un processus. C'est celui du build in public. Le fait de dire, OK, pour pouvoir être crédible dans mon domaine, je documente en public les choses que j'apprends, les expériences que j'ai, et les difficultés que je rencontre. Voilà, j'ai créé un podcast, je rencontre une personne, je me suis posé cette question au départ. Voilà, et en fait, du coup, tu mets ton apprentissage, tu construis ton apprentissage en public pour Et avec envoyer le signal. Ouais, hyper mais intéressant. c'est intéressant parce que c'est un signal. Tu signales non pas ton expertise, mais tu signales ta démarche d'apprentissage. Et c'est cette démarche d'apprentissage qui te donne ta crédibilité et ta légitimité pour parler d'un sujet plutôt que le label ou l'expertise acquise dans le passé. Je trouve ça un beau shift dont on voit des traces sur LinkedIn. Parfois, c'est too much parce que les gens, ils documentent tout et il y a trop de posts. Voilà, CF Infobésité. Mais parfois, je trouve ça quand même une démarche assez noble, en fait, par rapport à cette idée de l'expertise acquise dans le passé. Eh ben, j'aime beaucoup. On va conclure sur ce build in public. Merci beaucoup, Laetitia. J'aime bien conclure dessus parce que finalement, ça vient répondre à toutes les choses. On montre le chemin et je pense qu'effectivement, le chemin est encore plus important que tout le reste. Ça montre aussi le côté, bah, regardez, on peut apprendre ensemble, c'est collectif. Je partage avec vous, vous allez me nourrir. Et ça va montrer aussi, bah, en fait, je suis tellement excitée parce que je suis en train d'apprendre que je vous le partage. Et tu rentres dans, à mon avis, une culture extrêmement importante aujourd'hui, qui est le partage absolument de l'information plutôt que de la conserver, parce que ça n'a plus de sens aujourd'hui de se dire, j'ai une super idée, mais je ne vais pas t'en parler. Ça n'aurait pas de sens. Bah, en tout cas, merci beaucoup. C'était trop bien. J'étais sûre, de toute façon, que ça allait C'était trop bien une conversation avec toi. Je savais que ce serait trop bien. et de toute façon, on va faire un petit mail, récap et tout. On t'enverra tout. Comme ça, tu garderas toi aussi une trace de notre conversation. Et j'espère qu'on en aura plein d'autres des conversations comme ça. Avec plaisir. Eh ben, merci. Ah, il y a un petit vote qui s'est mis. Moi, je mets 5 sur 5. Moi aussi, On pour le fait ça plaisir que aussi j'ai eu. dans les techniques. Il est 13h01, il faut vraiment qu'on coupe. Mais à la fin de chacune de nos réunions, nous, on note. On fait le fameux exercice de rôti pour savoir si ça a été utile, pas utile, comment on doit la refaire. Et en fait, ça nous met aussi dans un processus d'apprentissage permanent de comment on peut à chaque fois. Et c'est des bonnes techniques pour laisser la parole à tout le monde, de dire ce qu'il pense. Bon, ça, il faut un peu ouvrir quand même. Mais aussi d'apprendre, de changer ton rituel en permanence. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci.